Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire qui est bien plus que la condamnation d'un homme. L'affaire Dreyfus, ce n'est pas juste une histoire d'espionnage, non. C'est une crise profonde qui a littéralement déchiré la France, qui a fait vaciller les fondements même de la République et qui a lancé une bataille acharnée pour la justice. Et rien ne résume mieux cette histoire que cette phrase incroyable d'Émile Zola. Elle pose le décor, en quelque sorte, celui d'un combat pour la vérité contre des forces qui semblaient invincibles, une lutte qui va secouer toute une nation. Allez, on plonge dans le contexte. On est en 1894. Il faut s'imaginer une France encore traumatisée par sa défaite contre la Prusse en 1870. Le nationalisme est à son comble et un antisémitisme assez virulent commence à se propager. C'est dans cette atmosphère électrique que tout va commencer. Et ça peut paraître fou, mais c'est la pure vérité. En septembre 1894, un document secret en morceaux est retrouvé dans une corbeille à papier de l'ambassade d'Allemagne. Ce document, c'est le fameux bordereau. Et ce qu'il révèle, c'est qu'un officier français est en train de vendre des secrets militaires. Évidemment, une enquête a immédiatement été lancée. Et très vite, les soupçons vont se concentrer sur un seul homme, le capitaine Alfred Dreyfus. Il faut dire que pour les accusateurs, il a le profil parfait. Il est alsacien, donc à leurs yeux, il est potentiellement proche des Allemands. Il travaille à l'état-major, donc il a accès aux informations sensibles. Et, détail crucial, il est juif. Dans le climat de l'époque, c'est la pièce qui manquait pour en faire le traître idéal. En réalité, l'accusation était basée sur du sable. C'était incroyablement fragile. L'écriture sur le fameux bordereau ne correspondait pas à celle de Dreyfus. Pas de problème. Les experts ont inventé une théorie folle, celle de l'auto-forgerie. Il aurait lui-même déguisé sa propre écriture. Il n'y avait aucun mobile apparent ? Eh bien, sa religion a été présentée comme la preuve de sa déloyauté. Et le pire, c'est qu'un dossier secret, rempli de pièces qui n'avaient rien à voir, a été utilisé illégalement pour s'assurer que les juges le condamnent. Et la machine s'emballe. Fin 1894, après un procès militaire mené en secret et entièrement à charge, Dreyfus est condamné. Une cérémonie de dégradation publique absolument humiliante est alors organisée. Imaginez la scène. Dans la cour de l'école militaire, son sabre est brisé devant une foule hurlante. Pendant tout ce temps, il clame son innocence, mais rien n'y fait. Il est envoyé au bagne, sur l'effroyable île du diable. L'affaire aurait très bien pu s'arrêter là, sur cette terrible injustice. Sauf qu'en 1896, l'histoire prend un virage complètement inattendu. La vérité commence à émerger, mais elle va se heurter à un mur, l'honneur de l'armée. Et l'homme qui va tout changer, c'est lui, le lieutenant-colonel Georges Picquart. Il vient d'être nommé à la tête du contre-espionnage et il intercepte un télégramme, surnommé le Petit Bleu. Ce télégramme est adressé à un autre militaire, le commandant Ferdinand Walsin-Esterhazy. Picquart compare son écriture à celle du bordereau, et là, stupéfaction, c'est la même. Le véritable traître venait d'être démasqué. Et c'est la réaction de la hiérarchie militaire qui est la plus révélatrice. On a d'un côté Picquart, il découvre la vérité, il prévient ses supérieurs. Quelle sera sa récompense ? Il sera réduit au silence, muté en Tunisie et finira même en prison. De l'autre côté, on a Esterhazy, le vrai coupable, qui en plus était couvert de dettes et avait donc un mobile parfait. Lui, il sera protégé par l'état-major, on organisera même un faux procès pour qu'il soit acquitté. L'institution a préféré sacrifier un innocent plutôt que de reconnaître son erreur. Pour étouffer la vérité, l'état-major va même aller jusqu'à commettre des crimes. Oui, des faux documents sont fabriqués de toutes pièces pour accabler encore plus Dreyfus. Le plus connu, c'est le faux Henri, qui a été créé par le commandant Henri. Pendant ce temps, Esterhazy est donc délibérément acquitté en janvier 1898. La vérité a été activement, volontairement enterrée. Cet acquittement du vrai coupable, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À partir de ce moment, ce n'est plus une simple affaire judiciaire, ça devient une crise morale et politique qui va fracturer la France en deux. Le 13 janvier 1898, à peine 2 jours après l'acquittement d'Esterhazy, un coup de tonnerre. L'écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte au président de la République dans le journal L'Aurore. Le titre, trouvé par Georges Clemenceau, est un véritable coup de poing qui va électriser tout le pays. J'accuse. Dans cette lettre, Zola ne fait pas que dénoncer. Sa démarche est une stratégie. Il accuse, nom par nom, les généraux, les ministres, les experts, d'avoir organisé un crime judiciaire. Son but est audacieux. Il veut être poursuivi en justice pour diffamation. Pourquoi ? Pour forcer la tenue d'un procès public, cette fois-ci devant un tribunal civil, où toutes les preuves de l'affaire pourront enfin être exposées au grand jour. L'effet de l'article est immédiat, c'est un séisme. La société française explose, littéralement. Le pays se coupe en 2 camps qui ne peuvent plus se parler. D'un côté, les Dreyfusards qui réclament la justice et la vérité, de l'autre, les anti-Dreyfusards qui défendent l'honneur de l'armée, bien souvent par pur nationalisme et antisémitisme.
Les familles se déchirent, les amitiés se brisent, c'est une véritable guerre civile sans les armes. Grâce à Zola, les failles du dossier sont enfin mises en lumière. Mais la route pour la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, elle, va être encore incroyablement longue et semée d'obstacles. Le vrai tournant, il arrive en août 1898. Un officier, un peu plus curieux que les autres, examine le fameux faux Henri et il découvre la supercherie. Le document a été bricolé à partir de 2 feuilles de papier différentes. Le fausseur, le commandant Henri, est convoqué. Il passe aux aveux, avant de se suicider dans sa cellule. Le complot est révélé au grand jour. Un nouveau procès pour Dreyfus est maintenant inévitable. Mais regardez bien cette chronologie, parce qu'elle montre que même avec l'aveu du faussaire, le combat était loin d'être gagné. En 1899, à Rennes, un nouveau procès a lieu, et le verdict est absurde. Dreyfus est déclaré coupable à nouveau, mais, tenez-vous bien, avec des circonstances atténuantes. Un compromis politique pour ne pas faire perdre la face à l'armée. Peu après, il est gracié par le président, il est donc libre, mais attention, gracié ne veut pas dire innocenté. Il faudra attendre encore 7 ans, jusqu'en 1906, pour que son honneur soit enfin restauré. Le jugement est finalement annulé. Voilà, le cas Dreyfus est officiellement clos. Mais l'onde de choc de cette affaire, elle, va redéfinir en profondeur la politique et la société française pour des décennies. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'héritage de l'affaire dépasse de très loin le destin d'un seul homme. C'est elle qui donne naissance à la figure de l'intellectuel engagé, comme Zola, qui prend la parole sur la place publique. C'est elle qui mène à la création de la Ligue des droits de l'homme. Elle a aussi creusé un fossé durable entre la gauche et la droite en France. Elle a mis en lumière la violence de l'antisémitisme politique moderne. Et elle a même convaincu un témoin du procès, le journaliste Théodore Herzl, qu'il fallait créer un État pour le peuple juif. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une dernière réflexion. La lutte contre la désinformation, le danger de chercher des boucs émissaires, l'éternel débat entre la raison d'État et les droits d'un individu, tous ces thèmes qui ont secoué la France il y a plus d'un siècle, on doit bien avouer qu'ils ont une résonance toute particulière aujourd'hui. L'affaire Dreyfus, finalement, nous rappelle que la vérité et la justice ne sont jamais acquises, ce sont des combats de tous les instants.